الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق وجعلهم أصنافا شتى في القوة والعلم والعمل وجعل العمل سببا لسعادة الإنسان أو شقاوته في الدنيا والآخرة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والرسل الذي جمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة ليكون قدوة لكل مسلم في حياته المادية والروحية صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الإسلام جاء ليعلمنا كيف نستفيد من خيرات هذه الدنيا دون مخالفة أوامر ربنا تبارك وتعالى وكيف ننال رضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة. لذلك شرع الله لنا عبادات وأحكاما ليس لعبادته فحسب بل لتحقيق سعادتنا في الدارين. لكن لكي نستفيد من خيرات الدنيا فلا بد لنا أن نخطط لوجودنا على المستوى الفردي والجماعي حتى لا نكون مجرد عمة لغيرنا ومجرد عمال لتحقيق سعادة الآخرين. ولذلك نسعى عبر هذا المنبر إلى إيقاظ الناس والنفوس حتى يكونوا واعيين بواجبهم في تحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre: certes, Allah ne modifie pas le sort d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Témoignons, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité
digne d'adoration, hormis Allah l'unique sans associé. Il a créé les créatures et les a réparties en différentes catégories dans la force, dans le savoir et l'action. Il a fait du travail une cause de bonheur ou de malheur de l'homme ici-bas et de l'au-delà. Nous témoignons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et envoyé d'Allah. Il est le meilleur des prophètes et des messagers qui a su réunir entre le travail pour ce bas monde et le travail pour la vie future afin d'être un modèle pour chaque musulman dans sa vie matérielle et spirituelle. Craignez Allah, chers frères et sœurs en islam, et sachez que cette religion islamique est venue pour nous apprendre comment tirer les meilleurs profits de la vie sans enfreindre les enseignements du Seigneur et comment gagner dans la vie future. À ce titre, notre Seigneur nous a prescrit des préceptes et des lois nous permettant non seulement de l'adorer, mais aussi de réaliser notre bonheur terrestre et céleste. Mais pour profiter des richesses de ce bas monde, nous devons planifier notre existence sur le plan individuel et sur le plan collectif afin d'éviter d'être de simples marionnettes qui parlent et agissent sous le commandement des autres et qui travaillent dur pour réaliser le bonheur des autres et non leur propre bonheur. L'un des plus grands objectifs, chers frères et sœurs en islam, que nous poursuivons à travers nos sermons et nos autres activités est de nous amener individuellement et collectivement à prendre conscience de notre devoir d'œuvrer pour le changement positif, à la fois sur le plan spirituel et matériel, autrement dit pour l'amélioration de nos conditions de vie matérielle et spirituelle. L'islam est en effet la religion dans laquelle on ne doit négliger aucun côté au profit d'un autre. Nous devons travailler sur tous les plans de la vie, religieux, économique, social, politique, culturel, etc., avec la conviction que nul ne viendra construire notre pays à notre place, ni réaliser notre bonheur à notre place. C'est nous et nous seuls qui sommes responsables de notre sort individuel et ou collectif. Malheureusement, combien d'entre nous ignorent cet état de fait et combien d'entre nous ne pensent pas aux autres au plan national, a fortiori au plan régional et international. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous rappeler un sermon que nous avions prononcé il y a 11 ans de cela, plus précisément le 28 décembre 2012. Un sermon qui portait sur une autre triste réalité concernant les pays africains après les deux premiers sermons qui avaient porté respectivement sur la triste situation des Africains et sur la différence entre les pays pauvres et les pays riches. Cette triste réalité que nous allons rappeler aujourd'hui est intitulée « Quand l'Afrique se soustrait à la marche du monde, alors de nouveaux esclaves verront le jour. » Quand l'Afrique se soustrait à la marche du monde, alors de nouveaux esclaves verront le jour. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà peut-être entendu ou lu cet article car il est largement partagé sur Internet, mais le problème n'est pas la lecture ou l'écoute d'un article, mais plutôt la réaction qui doit suivre. Combien d'articles avons-nous lus ou entendus et quelle action avons-nous menées après cela? Il arrive dans la vie qu'une conversation banale nous secoue pendant des heures, voire des jours. J'attendais tranquillement une amie au terminus d'autobus de Montréal quand un monsieur d'un certain âge a pris place à mes côtés avant d'engager l'une des conversations les plus enrichissantes de ma vie. Professeur d'études stratégiques dans un institut international, l'homme connaît le continent africain comme le fond de sa poche. Son analyse, son point de vue sur notre avenir donne froid dans le dos. Et s'il vous plaît, ne sortez pas la rancune du colon nostalgique, lisez ou écoutez avec la tête et la raison ce qu'il dit. Je vous rapporte fidèlement, c'est constant. Cela fait maintenant, dit-il, plus de 25 ans que j'enseigne la stratégie. Dans ma carrière, j'ai eu affaire à des dizaines d'officiers et de hauts fonctionnaires africains. Je suis malheureusement obligé de vous dire ceci. Du point de vue des études stratégiques, de l'analyse et de l'anticipation, je leur donne un gros zéro pointé. Les stagiaires africains sont très instruits. Ils ont de belles tenues militaires ou manient le français de manière remarquable, mais dans le cours, ils ne nous apportent rien. Tout simplement parce qu'à ma connaissance, dans toute l'Afrique francophone,
il n'y a pas un seul centre d'études stratégiques international avec de vrais professionnels à leur tête. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai aucun espoir pour ce continent. Au moment où je parle, c'était en 2006, le monde fait face à 3 enjeux principaux: l'énergie, la défense stratégique et la mondialisation. Donnez-moi un seul cas où l'Afrique apporte quelque chose par rapport à ces 3 enjeux principaux. Rien, zéro. Commençons par l'énergie, et plus précisément le pétrole. Tous les experts mondialement reconnus sont unanimes à reconnaître que d'ici 15 à 20 ans, cette ressource sera rare et excessivement chère. En 2020, le prix du baril tournera autour de $120. C'est conscient de cette réalité que des pays comme les USA, les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine, le Royaume-Uni, etc., ont mis sur pied des task forces chargées d'étudier et de proposer des solutions qui permettront à ces nations de faire main basse sur les ressources mondiales, de s'assurer que quoi qu'il advienne, leur approvisionnement sera assuré. Or, que constate-t-on en Afrique? Les dirigeants de ce continent ne sont même pas conscients du danger qui les guette. Se retrouver tout simplement privé de pétrole, ce qui signifie ni plus ni moins qu'un retour à la préhistoire. Dans un pays comme le Gabon, qui verra ses puits de pétrole taris dans un maximum de 10 ans, aucune mesure de sauvegarde, aucune mesure alternative n'est prise par les autorités. Au contraire, ils prient pour que l'on retrouve d'autres gisements. Pour l'Afrique, le pétrole ne comporte aucun enjeu stratégique. Il suffit juste de pomper et de vendre. Les sommes récoltées prennent 2 directions: les poches des dirigeants et les coffres des marchands d'armes. C'est pathétique. Ensuite, la défense stratégique, l'état de délinquance des armées, des armées africaines est si avancé que n'importe quel mouvement armé disposant de quelques pick-up et de Kalachnikov est capable de les mettre en déroute. Je pense qu'il s'agit plus d'armées de répression intérieure que de guerre ou de défense intelligente. Pourquoi? Parce que comparé aux armées des nations développées, de la Chine, de l'Inde ou du Pakistan, les forces africaines rappellent plus le Moyen-Âge que le XXIe siècle. Prenez par exemple le cas de la défense anti-aérienne. Il n'y a quasiment aucun pays qui possède un système de défense équipé de missiles anti-aériens modernes. Ils ont encore recours aux canons anti-aériens. Les cartes dont disposent certains états-majors datent de la colonisation et aucun pays n'a accès à des satellites capables de les renseigner sur les mouvements des personnes ou d'aéronefs suspects dans son espace aérien sans l'aide de forces étrangères. Quelle est la conséquence de cette inertie? Aujourd'hui, des pays comme les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni peuvent détruire en une journée toutes les structures d'une armée africaine sans envoyer un seul soldat au sol. Rien qu'en se servant de satellites, de missiles de croisière et de bombardiers stratégiques. À mon avis, et je crois que je rêve, si les pays africains se mettaient ensemble et que chacun accepte de donner seulement 10% de son budget militaire à un centre continental de recherche et d'application sur les systèmes de défense, le continent peut faire un pas de géant. Il y a en Russie, en Ukraine, en Chine, en Inde, des centaines de scientifiques de très haut niveau qui accepteraient de travailler pour $3 000 par mois afin de vous livrer des armes sophistiquées, fabriquées sur le continent et servant à votre défense. Ne croyez pas que je rigole. Il ne faut jamais être naïf. Si la survie de l'Occident passe par une recolonisation de l'Afrique et la même mise de ses ressources naturelles vitales, cela se fera sans état d'âme. Ne croyez pas trop au droit international et aux principes de paix. Ce sont toujours les faibles qui s'accrochent à ces chimères. Je pense qu'il est temps de transformer vos officiers, dont 90% sont des fils à papa, pistonnés, qui ne feront jamais la guerre. Et je sais de quoi je parle. En scientifique, il faut les transformer donc en scientifiques capables de faire de la recherche et du développement. Mais je suis sceptique. Je crois que ce continent restera enfoncé dans le sommet jusqu'au jour où le ciel lui tombera sur la tête. Waliyadu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli makan wa min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwa at-tawwabur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, enfin, le troisième enjeu mondial important, la mondialisation. Malheureusement, comme dans tous les autres sujets qui ont fait leur temps, les stagiaires africains que nous recevons sont d'excellents perroquets qui répètent mécaniquement des arguments qu'ils entendent en Occident. À savoir, il faut la rendre humaine, c'est-à-dire la mondialisation, aider les pays pauvres à y faire face. Vous savez, dans mes fonctions, il y a des réalités que je ne peux pas dire, mais je vais vous les dire aujourd'hui. La mondialisation est juste la forme moderne de perpétuation de l'inégalité économique. Pour être clair, je vous dirais que ce concept a un but, garder les pays pauvres comme source d'approvisionnement en biens et ressources qui permettraient aux pays riches de conserver leur niveau de vie. Autrement dit, le travail dur, pénible, à faible valeur ajoutée et impraticable en Occident sera fait dans le tiers-monde. Ainsi, les appareils électroniques qui coûtaient $300 américains en 1980 reviennent toujours au même prix en 2006. Et puisque l'Afrique n'a toujours pas un plan cohérent de développement économique et d'indépendance, elle continuera à être un réservoir de consommation où seront déversés tous les produits fabriqués dans le monde. Pour moi, l'indépendance signifie d'abord un certain degré d'autonomie. Mais quand je vois que des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad ou la Centrafrique importent quasiment 45% de leur propre nourriture de l'étranger, vous comprendrez qu'un simple embargo militaire sur les livraisons de biens et services suffirait à les anéantir. Pour terminer, je veux vous raconter une anecdote. J'ai parlé avec un colonel sénégalais venu en stage chez nous il y a quelques mois. Nous regardions à la télévision les images de millions de Libanais qui défilaient dans les rues pour réclamer le retrait des soldats syriens de leur pays. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a répondu, les Libanais veulent retrouver leur indépendance et la présence syrienne les étouffe. C'est la réponse typique de la naïveté, empreinte d'angélisme. Je lui ai expliqué que ces manifestations ne sont pas ni spontanées, ni l'expression de ras-le-bol. Elles sont savamment planifiées parce qu'elles ont un but. Israël piaffe d'impatience d'en découdre avec les Hezbollah. Et puisque Tel Aviv ne peut pas faire la guerre en même temps aux Palestiniens, aux Hezbollah et à la Syrie, son souhait est que Damas se retire. Une fois le Liban a découvert, Israël aura sa carte blanche pour l'envahir et y faire ce qu'il veut. J'ai appelé cet officier sénégalais il y a 2 jours pour lui rappeler notre conversation. Malheureusement, il était passé à autre chose. Son stage ne lui a servi à rien. J'espère vraiment qu'un jour, les Africains auront conscience de la force de l'union, de l'analyse et de l'anticipation. L'histoire nous démontre que la coexistence entre peuples a toujours été et sera toujours un rapport de force. Oui, l'histoire nous démontre que la coexistence entre peuples a toujours été et sera toujours un rapport de force. Le jour où vous aurez votre arme nucléaire, comme la Chine et l'Inde, vous pourrez vous consacrer tranquillement à votre développement. Mais tant que vous aurez les genres de dirigeants que je rencontre souvent, vous ne comprendrez jamais que le respect s'arrache par l'intelligence et la force. Je ne suis pas optimiste, car si demain l'Union africaine ou la CEDEAO décide de créer un institut africain d'études stratégiques, crédible et viable, les personnes qui seront choisies se précipiteront en Occident pour apprendre notre manière de voir le monde et ses enjeux. Or, l'enjeu est autre. Il s'agit de développer leur manière de voir le monde, une manière africaine tenant compte des intérêts de l'Afrique et non de l'intérêt de l'Occident. Alors, les fonctionnaires qui seront là à un statut diplomatique surpayé, inefficaces et incapables de réfléchir sans l'apport des experts occidentaux, se contenteront de faire du copier-coller. Ce sera un autre parmi les multiples gâchis du continent. Avant que vos ministères des Affaires étrangères ne fassent des analyses sur la marche du monde, il ferait mieux d'en faire d'abord pour votre propre intérêt. Signé Ousmane Sow, journaliste, Montréal, 27 juillet 2006. Chers frères et sœurs en islam, si je vous parle de ce genre de sujet,
c'est parce que je sais qu'il y a parmi vous des penseurs, il y a parmi vous des chercheurs, il y a parmi vous des décideurs, des scientifiques et surtout des futurs hommes du pays. Si ces thèmes ne suscitent rien chez vous, chez qui peuvent-ils alors susciter quelque chose? Voilà donc ces révélations concernant la triste réalité des pays africains. Et ce n'est qu'un sermon parmi les 3 sermons que j'avais prononcés en 2012 par rapport justement à la situation africaine. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà donc ces révélations concernant la triste réalité des pays africains. Vous constatez qu'elles sont plus actuelles aujourd'hui que le jour où elles ont été dites. Et la situation actuelle de l'Afrique sur les différents plans vous en dit mieux. Mais je préfère laisser chacun de vous faire sa propre analyse et dégager sa propre conclusion. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de nos véritables problèmes et qu'il nous arme de courage pour affronter ces défis avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous bénisse tous et fasse de nous des sources de bénédiction pour les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous aide à les développer comme il le faut. Seigneur Allah, quiconque nous en veut ou en veut à notre cher pays, le Niger, ou à notre religion, l'islam, Seigneur Allah, saisis-les par là où ils ne s'attendaient pas et montre-nous à travers lui les signes de ta puissance et fais en sorte qu'il devienne une leçon et un objet de méditation pour les autres, pour les doués d'intelligence. Certes, tu vois tout, tu entends tout et tu sais tout et rien n'échappe à ton contrôle. À toi nous nous confions et à toi nous confions nos affaires, notre cher pays le Niger et notre religion l'islam, et tu ne perds jamais ce qu'on te confie. Pour vous permettre, chers frères et sœurs islam, de vous exprimer et de partager votre réaction avec les autres, j'ai créé un nouveau blog intitulé « Comment sauver l'Afrique ». Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2012, ça fait 11 ans maintenant. Mais quand vous regardez la page, les gens viennent. Il y a tellement de vérités que les Occidentaux eux-mêmes ont exprimé et des études qui ont été faites pour montrer combien de fois l'Afrique est riche. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Donc, malheureusement, si vous visitez aujourd'hui ce blog, vous allez voir combien de gens sont partis, combien ont aimé, combien ont commenté. Et on attend quoi? On attend que les gens viennent faire les choses à notre place. Donc, pour vous permettre de vous exprimer, de partager votre réaction avec les autres, j'ai créé un nouveau blog intitulé « Comment sauver l'Afrique ». Si vous écrivez « Comment sauver l'Afrique », vous allez voir ce blog-là, Inch'Allah, où j'ai réuni les 3 sermons en guise d'introduction aux problèmes africains. Visitez le blog en question, donc c'est sauver-afrique-blogspot.com ou bien tapez tout simplement comment sauver l'Afrique, Inch'Allah, vous allez tomber sur le blog. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وعلم عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.